Une journée mondiale pour refuser la misère. Une centaine d'acteurs sociaux étaient mobilisés ce matin au Vélodrome de Gourdeliane. Leur objectif, inviter l'ensemble de la société civile à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Nos reportages sur cette misère qui cherche à se dissimuler. Et la ville du Gosier vient de lancer son portail Famille, une plateforme pour faciliter les transactions entre la mairie et les administrés. Comment fonctionne désormais une commune connectée? Réponse avec Karen Diamin dans ce journal. Toxiques pour les poumons, les particules fines de diesel sont capables de traverser la barrière pulmonaire et d'infecter d'autres organes. Comment s'en protéger? La Caisse générale de sécurité sociale tenait à attirer l'attention des professionnels sur ce sujet. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale du refus de la misère. Une manifestation était organisée au Vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault pour sensibiliser les citoyens à cette problématique. Des centaines d'acteurs de l'action sociale étaient sur place, mais aussi des personnes en situation d'exclusion et de réinsertion. Reportage Isabelle Hameau. Salomon a été élevé dans une famille de 6 enfants. Ses parents, des travailleurs manuels, lui ont transmis leur passion pour l'artisanat, un savoir-faire qui lui a été précieux au moment où tout a basculé dans sa vie. J'ai eu des problèmes avec mon père et donc on a arrêté de se parler. Et donc je suis parti, j'ai fait ma vie. Tu te retrouves à la rue? Oui, d'une certaine manière. Moi je suis de Sainte-Anne en fait. Du coup, j'ai fait un squat pour vivre dedans, c'est-à-dire dans le bois. Un squat dans lequel a vécu 3 mois le jeune homme. L'artisanat lui a permis de se réinsérer au fur et à mesure que le temps passait. J'étais dans le bois en fait, c'est-à-dire que j'ai acheté une bâche et de la ficelle, j'ai fait une sorte de tente. J'y vivais dans un hamac. Je suis resté 3 mois et sinon je faisais que de l'artisanat. J'allais sur les plages et je faisais de l'artisanat pour gagner ma vie. J'avais pas d'autres sources de revenus d'autres que ça. Et donc maintenant j'en fais moins, mais vu que je suis à la fac, mais j'en fais toujours. Ouais. Donc ouais, ça a été difficile, hein. Ça a été difficile pour tout. Des profils comme celui de Salomon, il y en a des milliers en Guadeloupe où la misère et l'exclusion gagnent chaque jour du terrain. Et pour s'en sortir, ces personnes se rapprochent des centres d'hébergement et de réinsertion sociale où elles sont prises en charge à long terme par des spécialistes. Le plus souvent, elles arrivent détruites avec une estime de soi inexistante. Donc elles sortent. Elles devraient sortir reconstruites. Pour certaines, il y a un suivi, même si elles sont relogées. Après la sortie de l'hébergement, il y a un dispositif qui s'appelle la VDL. Donc, elles sont suivies, elles peuvent être suivies sur une année encore. La réinsertion n'est pas toujours effective. Sur 100 personnes, seulement 3 arrivent à retrouver une vie normale. Quant à Salomon, il a repris ses études. À 24 ans, il a entamé sa 2e année d'informatique à l'Université des Antilles de Fouilleul. 19% de la population guadeloupéenne vit avec moins de 600 € par mois. Nous avons souhaité orienter nos caméras sur cette misère qui grandit au nez et à la barbe de la société de consommation. Lumière sur certaines situations qui interpellent avec Moïse Dexter, Patrick Curie et Isabelle Hameau. Max est un père de famille sans emploi. Avec 3 enfants à charge, son quotidien se résume à une lutte sans fin chaque semaine. Il accumule les jobs pour subvenir aux besoins de sa famille. Je veux dire qu'en n'est pas moins d'accord quotidien, peut-être petit job par-ci, petit job par-là. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. C'est que les gars, on peut déjà améliorer les mieux que ça pour tout le monde. Nous 2 ans, ça couvre là comme ça. On peut faire. On peut faire parce qu'on n'a pas d'argent. Et l'argent qu'on a gagné, c'est juste moins pour nourrir la famille. Vous êtes obligé d'accélérer de vous-même, vous êtes obligé d'essayer de faire un butin de vous-même pour regarder ce qu'on vivre, ce qu'on manger, ce qu'on acheter un peu sur les bâtiments, ce qu'on fait ci, ce qu'on fait ça. Moi, un petit monde, moi, c'est tout dans moi. Il vaut mieux que moi en panique. Mais yo ni pour payer à l'école, pour payer manger, pour fonctionner. Direction le bourg des Abîmes où nous allons à la rencontre de Médéric,
Un homme de 83 ans, vivant d'une maigre retraite, lui aussi est obligé de jobber dans une bâtisse sans confort et sans eau pour subvenir à ses besoins. Il aide même, c'est parce que moi, en son monde, on a fait job. On n'avait pas ni job. On ne peut pas travailler bon monde, on n'a pas payé, le travail est fini. On va faire job. On a mangé, on va parler à personne, mais ensuite on mange un peu, on peut faire autre manger, on passe de côté là. Mais là, tu depuis hier. On peut pas manger. On peut prendre 8 000. Ah ben, pour manger, on peut toujours un petit monde dans poche en moins. Quand il y a faut des bouillons, on pas là, ce monde n'est pas là. Hein? On peint en boulangerie là. Les pains assis, on a nettoyé le boulanger, on a fait un pain assis. On a bon menu et on a longé la main. Et on travaille pour ça. On plante les crânes. On travaille pour ça. Monter nos retraites convenablement. Mais l'arrivée ici, c'est crédit en trouver. Il faut payer moi avant moi. C'est pas facile pour moi. Mais à l'aise, en malade ici. 100 000 Guadeloupéens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec un revenu mensuel de moins de 588 €. Des chiffres qui semblent indiquer que rien ne risque de s'améliorer. Et nous avons souhaité connaître votre avis sur cette problématique. Avez-vous le sentiment que la misère ne cesse de croître ces dernières années en Guadeloupe? On écoute tout de suite vos impressions. Oui, il y a de plus en plus de misère. Mais je pense que c'est parce que les personnes oublient la spiritualité qui pourrait leur donner un bon chemin. Et la famille, c'est très important aussi. Je pense que la famille, c'est sacré. Et ça pourrait remettre les choses un peu mieux, quoi, beaucoup mieux même. Je peux dire Haïti, voilà la misère. En Guadeloupe, voilà des personnes. Ils ne mangent pas, ils jettent leur repas plutôt. C'est pas normal. Pour moi, là je vois ça, je dis Guadeloupe, voilà la misère, c'est pas vrai. Je vois pas, personne ne voit la misère ici. C'est d'autres pays pour aller visiter, pour voir comment c'est. La misère, oui, parce que nous sommes dans le social et nous le voyons tous les jours. Mais il y a une misère aussi très cachée. Parce qu'en Guadeloupe, les gens sont plutôt dans la représentation. Même si ces gens-là ils souffrent, ils sont en misère, ils vont par pudeur, ils ne vont pas montrer cette misère. Il y a de plus en plus de misère, plus de violence aussi. Et je pense que ça fait commencer en Guadeloupe avec tout ce qu'on a actuellement. Les gens qui ne travaillent pas, et aussi par rapport aux gens qui n'arrivent pas à se loger. On a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se loger. Et les administrations sont en partie responsables aussi, notamment la Sécu, au niveau de la SPA par rapport aux personnes âgées, la CAF aussi, avec les prestations, différentes prestations, mais également aussi par rapport aux horaires d'ouverture. Des fois, les gens sont obligés d'arriver à 4 h du matin dans les administrations en Guadeloupe, ce que je trouve vraiment anormal. La misère fait partie de nos quotidiens, c'est à nous de savoir faire les choses convenablement. Bien, on ne va pas dire très bien, on va dire bien. Oui, alors effectivement, il y a de plus en plus de misère en Guadeloupe, mais aussi on peut déplorer peut-être le manque d'attention de chacun par rapport aux autres. On a tendance à dire que oui, lui, il est de la rue, mais on ne sait pas pourquoi, quel parcours il a eu, surtout. Et puis on devrait être, aujourd'hui c'est la journée du refus de la misère, mais c'est tous les jours qu'on devrait être plus attentif à ceux qui nous entourent. Nous avons trop de misère en Guadeloupe. Et cette misère-là, on la trouve à tout bout de champ. Et on la trouve même chez les personnes qui ont travaillé, qui avaient une situation familiale et qui avaient de quoi nourrir une famille et qui aujourd'hui n'ont pas ces moyens-là. Et c'est là où je dis que nous, politiques, nous devions prendre nos responsabilités aussi. Eux ont la ferme intention de s'opposer à toutes les précarités, à toute forme d'humiliation et de profitation. Il s'agit des travailleurs de la santé affiliés à l'UTS-UGTG. Ils ont rejoint l'appel à la grève lancée par la centrale qui prendra effet dès demain. Gaby Clavier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation
ce soir. Alors tout d'abord, votre réaction sur cette journée mondiale du refus de la misère. 100 000 Guadeloupéens qui vivent avec moins de 600 € par mois. Donc ça veut dire que c'est un vrai problème et c'est un vrai système qui est organisé comme ça. Avec autant de chômeurs, autant de monde qui est en misère, autant de monde qui ne peut pas boire, manger, dormir quand il ouvre, accéder à la culture, accéder à la santé, c'est un vrai drame. C'est un drame général dans le pays là, ça, qui a construit de l'année en année. Et là, on voit de plus en plus toute catégorie de monde concernée, qui est jeune, qui est vieux, qui est moins jeune. Ça veut dire que malheureusement, malgré tout ça, il faut annoncer nous, comme l'égalité réelle, comme le droit au travail, le droit au logement, par exemple, slogan comme ça, nous croyons que malgré tout, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas effet assez quotidien. Et c'est pour ça, justement, il faut que nous continuions à lutter malgré toutes les difficultés qui opposent nous. Il faut nous continuer à lutter. On conseille également que nous pas, malheureusement, pas nous qui pas bon, pas nous qui fait si, ça va être comme ça. C'est un système qui est organisé. Et qu'on va considérer par rapport à ce système-là, il faut nous lutter, il faut nous organiser nous pour nous payer, pour défendre le droit, non, mais surtout pour faire en sorte que la profitation tue dans le pays là. C'est justement ça. Avant de nous parler des conséquences à la mobilisation qui prévoit demain, nous pouvons parler des causes auxquelles on grève demain pour un lot de dysfonctionnement, notamment mise en place à groupement hospitalier de territoire. Qu'est-ce qui a dérangé les autres dans le fonctionnement là ça? D'abord, pour rappeler que c'est une organisation, une nouvelle organisation des soins que l'État a décidé à travers une loi qui est sortie en janvier 2016, qui est applicable depuis le 1er juillet 2016, qui prévoit que dorénavant tout l'hôpital ici, en France, doit être lié à d'autres cas qui ont acheté un groupement hospitalier de territoire. Une telle organisation des soins, pas basée si, contrairement à ce qu'on a dit, si on parcours du patient, si le fait que tous les patients puissent trouver accès le plus rapidement, le plus facilement aux soins. Ça basé principalement sur des intérêts particuliers en matière financière. Donc l'État français a décidé de réorganiser les hôpitaux, quand il fait pour les communes, quand il fait pour la région, quand il fait pour l'administration, de regrouper. Qu'est-ce qui a posé problème justement dans ça? Ce qui a posé problème, c'est conséquences à de telles organisations, parce que ce n'est pas répondre nécessairement à besoin de santé de la population, ça ne va pas résoudre tout le problème de santé. Et en plus, ça va mettre encore plus en difficulté ces conditions de travail, c'est les effectifs, c'est carrément accès aux soins pour tout le monde. Donc ça, nous avons dit, c'est que nous avons réclamé depuis tantôt que reste négocier avec nous. Transformation que ça a ni à ces via monde, à ces organisations à travail là, à ces conditions de travail personnel là, négocier les effectifs, négocier les formations de façon à ce que telle organisation administrative entre le regroupement des moyens, quand il dit mutualisation, regroupement des moyens, panique des conséquences, nous peut dire au plan social et surtout au plan de la qualité des soins. Or, c'est ça qui apparaît là pour nous. Le GHT, son réponse administrative et financière à un problème que nous avons dénoncé depuis quelque temps, mais pour autant, ça ne pas résoudre ailleurs, ça nous a vu tous les jours dans les hôpitaux et les cliniques. Ni d'autres revendications, hein? Qu'est-ce que ça y est exactement? Nous avons posé d'autres revendications, notamment sur les cliniques. Nous avons réclamé depuis tantôt qu'ils ont engagé, c'est quoi qui des négociations annuelles obligatoires, obligatoires avec nous. Nous allons au secteur santé privée, qui est organisé en convention collective, qui doit être négociée chaque année. Or, depuis 2007, les patrons de cliniques privées ont refusé de négocier avec nous parce qu'ils sont obligés d'appliquer une convention collective qui est applicable en France, qui est négociée en France, qui est appliquée en France et qui est obligée d'appliquer entièrement en Guadeloupe. Or, nous avons dit que ni un accord collectif en Guadeloupe qui est signé en 2003, qui a prévu des dispositions, notamment des dispositions concernant la formation, concernant la rémunération, concernant la classification du personnel, que nous négocions en Guadeloupe, nous partons dans ce qu'ils ont imposé nous en accord collectif français, alors que nous sommes ici. Et ça, les patrons qui ont fait ce là, donc non seulement ils ont bénéficié de particularité à financement sur rémunération, les séjours hospitaliers, ils ont bénéficié de ça, mais en final de compte, ils ne peuvent pas reverser ça, ni sur les conditions de travail, ni sur les effectifs, ni sur la qualité et formation à personnel là. Donc nous avons dit que dans le secteur de la santé privée, nous gourmets pour titiner des personnels qualifiés, des personnels formés, des personnels en nombre pour justement assurer que tout le monde qui va être hospitalisé à clinique ou dans l'hôpital, tout le monde bénéficie de la même qualité de soins. Nous ne pouvons pas du tout à ce qu'il y a baissé à ces conditions de travail du personnel, ni ces rémunérations ailleurs. En parlant de qualité à soins, ou dit en qui est très fort, on a parlé de maltraitance institutionnelle concernant les EHPAD, ces centres-là qui sont censés récupérer, héberger, ménager. Oui. Pour qui on a dit ça? Parce que c'est là aussi, il faut nous voir, nous, c'est passé à mais pas ni pour vieux monde qui mort, pas ni pour vieux monde qui maltraité. Non. Mais si nous avons dit, nous avons affirmé, que dans les EHPAD dorénavant, une véritable maltraitance institutionnelle qui est organisée. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui ça d'avoir? Les EHPAD, c'est pratiquement nouveau niche à l'argent, que c'est un commerçant trouvé. Ils étaient dans la santé, évidemment dans les cliniques privées, ils font pas de l'argent dans la maladie. Après, ils ont commencé, en tout cas, dans les EHPAD.
Les EHPAD, c'est des établissements d'hébergement pour gens qui ont perte d'autonomie, qui sont isolés, qui ont en difficulté et qui n'ont rien l'âge. Ces gens-là, ça, ils ont récupéré la plupart du temps à Casaillon. Ils ont fait publicité, ils viennent à Casaillon, ils bien, ils dorment bien, ils mangent bien, ils regardent la télévision toute la journée, bon. Mais en réalité, de plus en plus, on a constaté qu'avec 3 000 € par mois que ces vieux gens à payer, l'ARS avec les autorités, le conseil départemental, a financé à hauteur qu'il faut toute obligation que ces gens-là doivent mettre à disposition à ces vieux gens-là. Donc nous avons observé, notamment en matière d'effectifs, pas suffisamment de personnel qualifié, infirmiers, AS et ASH, pour occuper de ces gens-là. Donc là où arrive le matin, quand ils vont venir à 4 h du matin, pour faire toilette, parce qu'il faut finir toilette à 9h, 10h, parce que faut bailler petit déjeuner, parce que déjeuner à venir, parce que l'air est fini. Là, vous voyez la nuit de quoi dans certains EHPAD, on a SH pour 80 hébergés. Donc c'est véritablement une maltraitance que nous avons observé qui est institutionnalisée, puisque, on a rappelé, quand dans ça, ces gens-là pas le temps occupé de ces gens-là. Ils n'ont pas le temps faire, pas toujours soigner les médicaments, ils boivent, ils manger. Il faut rester un petit moment avec eux. Il faut parler avec eux, il faut des fois caresser les filles, consoler eux. Et tout ce travail-là, c'est ça le travail de soignant-là. C'est le travail d'accompagnement-là, ça, il n'y a pas de temps à faire. C'est pour ça que nous avons dit que ces gens-là, c'est dépérir, il y a des périls de plus en plus dans les EHPAD. Et par conséquent, nous avons réclamé, car non seulement qu'il y a des EHPAD des moyens pour fonctionner, embaucher les gens, héberger les gens correctement, mais également respecter la liberté syndicale. Parce que là aussi, pour ne pas parler, pour ne pas dire, pour ne pas dénoncer, la plupart des EHPAD, ils ont une tendance à embaucher du personnel en CDD. Pour mal parler, pour mal garder, pour commencer à dénoncer les conditions de soins, nous avons dit contre la casa. Donc, non seulement nous avons réclamé ça, mais nous avons réclamé, pour aller plus loin encore, des revendications, des négociations avec l'ARS, les EHPAD, si le GHT, mais également si la santé mentale en Guadeloupe. Ils ont décidé de créer un établissement unique en santé mentale en Guadeloupe, sans discussion, sans négociation avec le monde. Nous nous associer dans des marches parce que vous créez des groupes de réflexion pour déterminer qui gère telle institution en place. Mais en réalité, c'est le même schéma-là. Regrouper les activités de façon à faire des économies de moyens. Camille Clavier, des mecs qui est fait pour mobilisation-là? Nous ne crois pas tous les militants, nous, tous les travailleurs, dans tous les secteurs d'activité à l'UGTG, qui de la santé, qui dans les commerces, qui au niveau des collectivités, départements, régions, communes, la sécurité, le nettoyage. Nous avons tout rendez-vous devant l'entreprise. On décide de faire grève, faire des grèves avec piquet de grève. Gabi Clavier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane, où l'université accueille aujourd'hui la fête de la science. Elle s'est achevée la semaine dernière en Guadeloupe. Les mathématiques sont sous toutes leurs formes et ont animé divers stands et ateliers, avec notamment de nombreux jeux ludiques. Le reportage est signé Elsa Gonzalez de la télé Guyane. On regarde. Des robots aux jeux vidéo, en passant par l'observation des étoiles, il y en avait pour tous les goûts aux journées des portes ouvertes de Manifact. Mani, 9 ans, passionné de science et surtout de robotique, est ravi de nous faire une petite démonstration. Par exemple, je vais essayer d'attraper ce bouchon. Hop, je mets là. Maintenant, je monte. Et hop, j'ai attrapé. Cette journée porte ouverte est organisée dans le cadre de la fête de la science par l'association Manifact. Située au camp de la transportation, cette association essaie de développer ce que l'on appelle un Fab Lab. Alors un Fab Lab, ça vient de l'anglais, laboratoire de fabrication, Fabrication Laboratory en anglais. Et c'est un endroit où on a accès à toutes sortes de machines, toutes sortes d'outils, numériques ou traditionnels. On peut avoir aussi bien une imprimante 3D qu'un marteau, un tournevis, et dans lequel on va pouvoir fabriquer des choses, prototyper, créer des prototypes et réparer, etc. Et où les personnes viennent à titre privé, associatif, entrepreneurial, réaliser un projet. Et pour réaliser ce projet, apprendre à se servir de ces machines et de ces technologies. Journée réussie pour cette jeune association avec plus de 200 visiteurs, dont une quarantaine devenus adhérents. L'occasion de découvrir de nouveaux concepts scientifiques au travers de machines, d'outils, mais aussi de conférences. Ce professeur de physique-chimie est venu présenter l'univers du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est de s'inspirer en fait des êtres vivants, de la nature, pour innover durablement. Voilà, ce qu'a priori on a du mal à faire pour l'instant, avec les conséquences qu'on connaît. Là, l'idée, c'est de prendre exemple au niveau des formes, au niveau des process, c'est-à-dire la manière de fabriquer des êtres vivants, et surtout au niveau des systèmes, s'inspirer de ça pour innover durablement. Cette approche innovante et récente s'inscrit dans une démarche de protection et de respect de notre environnement. Dans l'architecture ainsi que dans la recherche et développement, ce concept séduit déjà un grand nombre de la population.
Restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons au portail famille, un nouveau service en ligne mis en ligne par la ville du Gosier pour faciliter vos démarches administratives. Et puis la pêche aux oursins est ouverte en Martinique, un marché qui vaut de l'or, nous le verrons. Mais avant, depuis le 5 octobre est ouvert justement un nouveau service à la mairie du Gosier, le portail famille. Il a décidé de se connecter et de faciliter vos démarches administratives. Tout de suite le reportage de Karen Diam. Je paie mes factures. Vous avez un onglet qui s'ouvre avec mon identifiant, mon mot de passe. Payer en ligne la cantine, la garderie et les activités périscolaires, c'est désormais possible à travers le portail famille lancé par la ville du Gosier. Un outil qui permet la dématérialisation de certaines procédures. Cet outil est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous avons quand même plus de 2700 enfants inscrits. Donc les familles sont demandeuses des activités que nous proposons. Il y a quand même beaucoup d'affluence vers les services administratifs s'occupant des affaires scolaires. Et nous avons constaté que les files d'attente étaient de plus en plus longues. Nous savons que beaucoup de parents déjà pratiquent le numérique, donc il était de notre devoir de mettre en place un outil leur permettant d'accéder à ces services sans se donner toute cette peine. Surtout à la période de la rentrée scolaire, mais pas seulement. Alors pour désengorger les services administratifs des affaires scolaires, la ville a pensé et conceptualisé ce portail famille. Une solution mise en place pour les collectivités territoriales pour améliorer la vie des administrés au quotidien. Il suffit simplement d'avoir des identifiants. Donc sur les factures qui sont remises aux familles, il y a un identifiant, un mot de passe. Donc il suffit pour les familles de rentrer sur le site internet de la ville, ici le Gosier, de cliquer sur l'onglet portail famille, de rentrer leurs identifiants. Dans le cas où les familles n'auraient pas d'identifiants, ne connaîtraient pas leurs identifiants, il leur suffit toujours, via le portail famille, de cliquer sur renvoi d'identifiants et on leur envoie directement par mail leurs mots de passe et leurs identifiants qui leur permettra ensuite de faire leur paiement en ligne. Donc le paiement se fait par carte bancaire, donc il suffit simplement que les familles puissent rentrer leurs identifiants, leurs mots de passe, qu'ils aient leurs coordonnées bancaires pour pouvoir réaliser le paiement des activités. Un outil sécurisé et pratique, très facile d'accès. L'usager reçoit une confirmation de son paiement par mail et le service une notification. Cet outil est un projet évolutif après le paiement en ligne et la consultation de son dossier. Pourquoi pas l'enregistrement des inscriptions. Chaque département d'outre-mer dispose d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, une assemblée consultative chargée d'éclairer l'exécutif dans sa réflexion et dans la mise en œuvre des politiques régionales. Comme tous les ans, elle organise un grand colloque. Cette année, celui-ci a lieu en Guadeloupe, au Memorial Act. Il porte sur l'économie mondiale des cultures et des savoirs, entre dangers et opportunités. Roger Ramchetti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président justement de cette structure, mais pour l'île de la Réunion. Alors ce colloque a commencé ce matin au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Plusieurs thématiques ont été développées. Petit aperçu avec Linda Kayarsi tout de suite. On regarde. Faire émerger des pistes de solutions qui permettent un développement durable et maîtrisable des régions françaises d'outre-mer. Tel est l'objectif de cet inter-CCEE, Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Nous avons toutes ces possibilités, toutes les intelligences nécessaires dans nos pays et dans nos universités, dans nos centres de recherche, de façon à pouvoir rayonner scientifiquement, intellectuellement, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, parce que beaucoup de nos compatriotes ignorent le fait que nous avons des représentants dans tous les domaines et des pépites scientifiques, intellectuels, dans tous les domaines et dans tous les pays actuellement. En résumé, des régions françaises d'outre-mer capables de mettre en place des stratégies communes, des stratégies auxquelles participe la collectivité régionale. Nous sommes des îles, il ne faudrait pas considérer cela comme un handicap, mais comme un atout, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent l'attester. 26 km² donc de l'ensemble des îles qui permet d'être au premier rang au niveau donc de maritime, mais aussi en termes de biodiversité. On connaît quel est l'impact de ces régions d'outre-mer sur l'importance pour l'Europe en termes de biodiversité,
mais également avec le développement numérique. Fortes de leur singularité, les régions françaises d'outre-mer se veulent créatrices et reproductrices de savoir pour le développement et l'épanouissement de leur population. Roger Ramchetti, l'île de la Réunion est située dans une région qui est très loin des Antilles et de la Guyane, mais nous sommes confrontés aux mêmes défis sanitaires. Est-ce qu'on peut imaginer que des virus comme le chikungunya ou le Zika auraient eu moins d'impact s'il y avait une meilleure collaboration entre les laboratoires de recherche des départements d'outre-mer? On peut le penser, c'est vrai, mais sauf qu'il ne faut pas oublier un peu l'histoire. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand le chikungunya est arrivé, il nous a manqué le service de prophylaxie qui existait, qui fonctionnait bien. Et on avait abandonné un petit peu parce qu'on trouvait, c'était pas nécessaire de faire encore des traitements. Et ça a pris une importance peut-être plus forte à cause de cela. Mais en réalité, je crois que ce qui nous a manqué, c'est cette communication qu'on peut avoir entre les îles. Alors, vous avez donné votre avis sur l'enseignement supérieur et la recherche ce matin, cet après-midi, en début d'après-midi. Nos universités, parce qu'on parlait de rayonnement tout à l'heure dans le reportage, celles des Outre-mer, ont-elles les moyens de rayonner au niveau régional, voire de concurrencer les universités au niveau international? Alors, d'abord, il faut peut-être se placer dans le cadre français. Je veux dire qu'une université réunionnaise ou les Antilles, par exemple, a priori, on est doté pour avoir, ne serait-ce qu'en termes de personnel encadrant, c'est-à-dire des enseignants, en termes d'élèves, en termes de matériel, disons quelque chose de bon niveau, il faut le reconnaître. Sauf qu'on a quand même un sous-équipement, en tout cas à La Réunion, moi, que je connais mieux, en termes de professeurs. Ça, il nous manque un peu. Après, nous sommes dans un environnement où il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup d'universités dans les îles qui nous entourent. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire donc on est défavorisé. Il y aurait donc une carte à jouer alors? Mais à l'inverse, il se passe quelque chose sur le plan mondial. Les grandes universités travaillent partout. Et c'est là que tout notre problème. C'est-à-dire que globalement, déjà au niveau français, nous avons une concurrence des universités françaises qui viennent travailler à côté de nous dans des îles voisines. Parce qu'ils ont les moyens. Et puis il y a cette chose qui fait toujours que nous, on dit toujours que tout ce qu'on fait, nous, dans l'outre-mer, un exemple que tout le monde connaît, le bac cocotier, on dit. Alors que c'est le même bac, la même valeur, eh bien, on dit que c'est le bac cocotier. On dit que c'est certainement un peu inférieur. Les diplômes, on se pose la question, est-ce que le diplôme, nous, à l'université, c'est la même valeur que ceux de l'université en France? Eh bien, oui, pourtant, non, dans la réalité, puisque les gens n'y croient pas. Et par conséquent, quand il faut concrétiser et mettre en place une formation, eh bien, un enseignement, eh bien, ils vont chercher en France déjà, et puis dans les grandes universités étrangères. C'est ça la difficulté pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour déconstruire cette image des universités des Outre-mer, cette image que finalement ils sont peut-être moins performants, enfin en tout cas les enseignants, je veux dire? Oui, je crois que de ce côté-là, c'est une image, c'est vraiment une image, peut-être même une fausse impression, mais ça c'est difficile à éliminer vis-à-vis des autres, mais au moins par rapport à la France. Et nous sommes en République française. Ce serait au moins, si on pouvait faire en sorte qu'il y ait plus d'entente entre les universités de l'Hexagone et nous-mêmes, peut-être que ça irait mieux. Et après, vis-à-vis des pays étrangers, c'est un peu plus compliqué parce que nous ne sommes pas dans la même logique. Mais n'empêche que si on trouve dans nos universités des centres de recherche intéressants, nous par exemple, ça va être le volcan parce que c'est très actif, on peut facilement s'en approcher. Là, peut-être qu'il y a des sujets qui vont les intéresser. La culture, le mélange, le métissage, ce sont des sujets qui les intéressent. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont assez forts comme sujets qui pourraient les intéresser. Alors, dans ce colloque, il est aussi question d'aborder l'économie mondiale des savoirs et des cultures. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez que le terme de savoir et de culture, ça peut poser problème, mais globalement, ça veut dire quoi? Les savoirs, c'est la connaissance, c'est ce qu'on apprend à l'école. Un savoir, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Tout le monde comprend bien qu'il faut apprendre des connaissances, même si on ne va pas à l'école, on fait de la mécanique, même chez soi, je veux dire, on apprend des choses, ce sont des savoirs. Quand c'est construit, c'est à un autre niveau, on dit ça savoir à l'université. La culture, bien souvent, le mot culture englobe bien plus souvent ce qu'on appelle les activités artistiques. Bon, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, les arts plastiques, etc.
Et c'est vrai qu'on s'aperçoit depuis quelque temps que cette économie, parce qu'en fait, l'argent, tout ce qui résulte et qui donne de l'économie, ce sont les activités humaines d'abord. Le bâtiment ou l'automobile ou autre chose sont des activités humaines, le logement, l'habillement, tout ça, et ça engendre une économie. Et la culture engendre aussi beaucoup d'économies. Et les dernières études montrent très bien que, par exemple, on est en termes d'activité économique au-dessus de l'automobile, par exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce travail-là. Et nous avons des richesses culturelles qu'on n'arrive pas encore à montrer. Et ça pourrait nous faire du travail ici. Ça voudrait dire qu'il existe dans les départements d'outre-mer une économie des savoirs qui rapporte à la France? Les grands groupes, on prend ici l'exemple de Cassav. Ça, je crois que le témoignage fait ce matin par un des frères qui ont participé à cette grande aventure, il disait que quand il passait ailleurs, ce n'était pas la Guadeloupe dans un premier temps qui a été reconnue, c'était la France. Parce que sur le plan mondial, comme il parle aussi français, donc on associe systématiquement la France. Donc tout ça, ne serait-ce qu'en termes de notoriété, ça rapportait à la France, c'est clair et net. Comment seront utilisés ces travaux, puisque vous êtes un organe consultatif? Voilà, donc on a été créé pour cela. Et donc nous, notre rôle, c'est effectivement de dénicher un peu des choses qui pourraient être intéressantes pour notre société, pour que la vie de tout le monde s'améliore. Et en fait, notre collectivité de référence, c'est le conseil régional. Donc on donne en priorité au conseil régional le fruit de nos recherches un petit peu, et ensuite on va proposer ça au service de l'État, et c'est aux décideurs de savoir si c'est intéressant de pouvoir faire mettre en application. Roger Ramchetti, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, et nous poursuivons cette édition en mer. En Martinique, la pêche aux oursins est officiellement ouverte, elle est très réglementée, n'est ouverte qu'aux professionnels. Il est surnommé le caviar des Antilles et se vend à prix d'or. On regarde le reportage d'Anaïs Gall. Le soleil est à peine levé et les plongeurs sont prêts à se mettre à l'eau. Pour avoir le meilleur spot, mieux vaut partir à l'aube. La preuve, dans le lagon de Cap-Chevalier, une trentaine de yoles sont déjà sur place. Après quelques minutes, les premiers spécimens sont là. Félix Murat navigue depuis 38 ans. Chaque année, il goûte le fruit de cette pêche tant attendue. Vous voyez ? Alors comment on sait si un oursin est bon? Il suffit dès que là, celui-là, tu vois que les œufs sont plats. Les œufs sont plats, il y en a qui sont plus costauds que ça. Mais là, c'est ferme, parce que là, ça ne coule pas. L'œuf n'est pas costaud, mais c'est plat, c'est bon. C'est bon, c'est sucré. Jordan et Hervé sont des habitués de la plongée en apnée, car pour pêcher l'oursin, il faut du souffle, mais aussi un bon équipement. On a des gants, là j'ai des gants de 5 mm d'épaisseur qui me permettent de les attraper sans trop les sentir en fait, tu vois. Et j'ai un crochet qui me permet de les décrocher quand ils sont dans la roche. Un exercice particulièrement physique qui peut s'avérer dangereux. L'année dernière, un plongeur s'était noyé pendant une session de pêche. Pour éviter tout nouvel incident, les plongeurs doivent justifier d'un certificat médical. C'est un docteur qui nous examine pour voir si on n'a pas de problème respiratoire ou quelque chose qui pourrait nous mettre en difficulté. Parce qu'on est quand même, comme je disais, c'est assez sportif, donc la respiration et le cœur ils sont en action. Toutes les précautions ont été prises. Comme ça, avec le certificat au moins, s'il y a un accident, au moins le pêcheur est couvert, quoi. Si le bateau se remplit raisonnablement, la pêche n'est pourtant pas si faste. Ça c'est un truc qu'on ne trouve pas pendant toute l'année. C'est une seule fois dans l'année qu'on le prend. Alors, et puis là maintenant il n'y en a pas en grande quantité parce que avant on pouvait le trouver facile. Mais maintenant on ne le trouve pas facile parce que
Il y en avait, avec le petit houle qui vient de passer là, ça a détruit pratiquement presque tout la moitié, tout ce qu'il y avait, et puis voilà. Alors c'est pour ça là, on est en train de galérer. À l'approche de midi, tout le monde a pour consigne de stopper la pêche. Félix remonte les derniers paniers. Il est plutôt satisfait de cette première journée, même s'il reste discret sur sa prise. En poids, je ne peux pas vous dire, ça c'est un petit secret que je préfère garder. Pourquoi? Ben ça c'est le secret des pêcheurs. Retour au port pour manger un morceau. Cet après-midi, direction l'îlet Chevalier pour casser les oursins. Félix a déjà de nombreuses commandes. Ces oursins se vendront, dit-il, une 50aine d'euros le kilo. Mais le prix peut grimper jusqu'à 80 euros. Ces émanations sont classées cancérogènes par l'Organisation mondiale de la santé. Les particules fines de diesel sont capables de traverser la barrière pulmonaire et ainsi provoquer diverses intoxications et pathologies respiratoires. Pour limiter son impact sur la santé, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a organisé une matinée d'information à l'intention des professionnels dans leurs locaux situés à Doté-Marozabim. Patrick Curie et Moïse Dexter étaient sur place. On encourt des risques avec les émissions de moteurs diesel. Donc c'est vraiment quand c'est pas dans la station-service que ça se passe dans les centres de contrôle technique ou les garages quand on contrôle les émissions de moteurs diesel. Donc ça veut dire à la sortie au pot d'échappement. Donc il existe effectivement un risque pour la santé des salariés, en l'occurrence des maladies professionnelles. Aujourd'hui, on a réuni l'ensemble des centres de contrôle technique à une réunion d'information parce qu'on a effectivement aussi une aide financière pour les aider à s'équiper de systèmes de captage de ces émissions moteurs diesel. Les moyens de se protéger, c'est effectivement de pouvoir équiper de systèmes de captage les centres de contrôle technique ou de mettre en place des bonnes mesures organisationnelles qui sont effectivement d'avoir un centre de contrôle technique où il y a un système d'aération naturel pour éviter vraiment de pouvoir exposer le salarié à respirer ces émissions de moteurs diesel. On n'a pas de déclaration de maladie professionnelle. Par contre, on n'a pas de déclaration de maladie professionnelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de maladie liée à ça. Maintenant, il faut aussi bien mener une action au niveau des centres de contrôle, comme aussi au niveau des médecins traitants et des médecins conseils qui sont aussi sur la préservation de la santé des salariés. Et ATV s'associe à Médecins sans frontières pour une grande collecte pour Haïti. Jusqu'au 9 décembre, nous récolterons vos dons. Cette grande collecte est destinée à financer un hôpital pour grands brûlés. Nous avons déjà reçu jusqu'à 850 promesses de dons pour un montant de 40 000 euros. Sur ces promesses, 74 ont été concrétisées, soit un montant total de 4 196 euros. Vous aussi, vous pouvez donner pour cette cause en appelant au 0596 37 99 96 ou vous rendre directement sur le site touspourhaïti.msf.fr. Et puis faites des réserves d'eau si vous habitez à Bemao, notamment dans le centre-ville. Des coupures sont prévues demain dès 7h avec un retour à la normale prévu en début d'après-midi. Et il y aura également demain des coupures d'électricité à la rue du Général de Gaulle à Gosier, de 8h à 15h, des coupures d'électricité. Et l'équipe de l'établissement, et puis une réunion d'information est prévue lundi 24 octobre dès 9h à la Maison de la Jeunesse et de la Cohésion sociale concernant Petit-Bourg, les chauffeurs de taxi. Vous pouvez avoir plus d'informations et vous inscrire du 12 au 21 octobre à la MJCS au 0590 98 24 40. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la plage Gertier-Archimède de Mornalo de 8h à 12h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.